Retour au plateau pour la suite de Regards croisés. Nous prenons la direction du Mali pour parler du référendum constitutionnel dont le vote a déjà commencé au niveau des forces de sécurité du Mali qui ont voté par anticipation ce 11 juin, donc en prélude à la tenue le 18 juin du référendum sur la nouvelle constitution. Il s'agit d'une étape importante vers le retour des civils au pouvoir au terme de la transition. Mais le référendum est d'une part contesté de plusieurs manières par les différentes forces vives du Mali. Certains en veulent pour raison le fait que les militaires au pouvoir de la transition ne soient pas autorisés par la constitution en cours d'organiser un référendum constitutionnel. Pour certains, ce référendum leur permettra de se maintenir au pouvoir et de pouvoir participer aux prochaines élections. De toutes les façons, les militaires ont déjà voté et le 18 juin, les Maliens sont appelés aux urnes pour dire oui ou non s'ils sont pour ou contre le référendum constitutionnel. Horus. Alors, hmm, là, je dirais que dans cette situation, on a un peu une situation conflictuelle parce qu'on a des textes euh, qui peuvent s'opposer au pragmatisme. Mhm. La question est de savoir est-ce que les textes, eux, s'appliquent à la situation du Mali actuelle. Mhm. Est-ce que c'est pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis très partagé sur le terme de terrorisme. Mhm. Pour moi, c'est un État en guerre. Ok. J'essaie de faire le distinguo entre l'État qui potentiellement peut avoir quelques attentats et ainsi de suite, comme ça se voit dans les pays occidentaux, et nos Là, on parle États. de terrorisme selon vous. Voilà, là on Mhm. est dans qu'on appelle des groupuscules qui tendent à revendiquer des portions de territoire au Mhm. sein d'un pays et Mhm. qui même arrivent à en avoir. Donc Mhm. l'État est dépossédé d'une partie de son territoire. Bon, à, à ma connaissance, si vous sortez du continent africain et vous faites ça ailleurs, d'office, on vous dit c'est un État en guerre. Mhm. On le voit d'ailleurs avec l'Ukraine. L'Ukraine, oui. C'est un d'office, on dit c'est un État. On vous dit pas c'est un État qui subit du terrorisme. Mhm. Non, parce que vous avez une partie de votre territoire qui n'est plus à vous. Lorsqu'on a parlé de territoire en Europe, aux États-Unis, il s'agissait de groupements terroristes qui ont initié une action avec perte de vies humaines, mais il ne s'agissait pas de contestation d'une portion du territoire, mais Mhm. absolument pas. Ceci étant dit, cela étant dit, alors, dans ce cas dans ce type de situation-là, est-ce que les textes en vigueur lorsque le Mali avait un certain genre de stabilité s'appliquent de Mhm. façon pragmatique au Mhm. Mali qui est en situation de guerre? Mhm. Et voilà un peu la Voilà. grosse question. Et c'est Mhm. pour ça, je pense que euh, les gens s'opposent un peu sur 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 l'organisation même. l'organisation des Oui. élections. Parce Mhm. que la vérité, c'est que ceux qui ont été renversés au Mali, pour la plupart, ont été renversés justement parce qu'on estimait que c'était des civils et qu'ils n'avaient pas le leadership nécessaire pour conduire leurs armées à la victoire et reconquérir le territoire. On s'est retrouvé alors avec des coups d'État et des leaders maintenant qui sont maintenant militaires, qui ont qui essaient de stabiliser le front et qui essaient de reconquérir le territoire, mais maintenant qui se retrouvent avec le pays à gérer de façon civile. Mhm. Je pense qu'il faut trancher cette question-là. Effectivement, oui, on en est venu à un référendum. Maintenant, est-ce que la vérité, c'est que dans un pays qui est en situation de guerre, quels qu'en soient les cas, il faut un leader qui a un certain leadership. Maintenant, la difficulté, c'est de le faire en sorte de façon à ce que les lois qui vont être votées puissent permettre aux civils de comment dirais-je, de ne pas être floués dans la normalité de ce à quoi ils peuvent prétendre. Et là, je pense que c'est vraiment des grosses difficultés. Je ne saurais dire. Parce que si je dis qu'il faut que des civils reviennent au pouvoir, la question est de savoir est-ce que le civil a le leadership nécessaire pour tenir une armée qui, au sein de cette même armée, a des conflits. Oui. Il y a des Des clivages dans cette factions, oui. armée-là. Si je dis qu'il faut un militaire, alors oui, le militaire, oui, peut-être il peut avoir le leadership nécessaire pour Pour gérer gérer une armée, l'armée. mais cela n'en fait pas quelqu'un
Pour gérer un État. de gérer un État. Donc c'est deux choses différentes. Et par conséquent, je pense que le Mali doit voir ces questions avec beaucoup de pragmatisme pour savoir ce qui revient disons, ce qui revient à la part du militaire et ce qui revient à la part du civil. Il y a quelque chose, oui, qui est de l'ordre du militaire, ce qui est de la reconquête du pays, les états d'urgence, l'état de guerre et ainsi de suite, le regroupement des troupes, l'encadrement des troupes et justement la gestion des populations dans cette situation de guerre-là. Et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre du civil, qui est de l'ordre de l'économie, qui est de l'ordre de l'éducation, qui est de l'ordre des projections pour l'avenir et ainsi de suite. Maintenant, le fait de pouvoir reconquérir un territoire ne revient pas systématiquement à pouvoir gérer une nation sur des projections de 10, 20, 30. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensible. Et il va falloir que les Maliens puissent se dire la situation dans laquelle nous sommes, qui est la situation d'instabilité du pays, est une situation qui va pas on ne va pas y venir à bout au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Mais absolument pas. Reconquérir tout le territoire malien, résoudre la question de la Zawad, la question des groupements, c'est quelque chose, on en a au moins pour 10 ans. Alors, comment un État comme ça va-t-il être géré dans cette situation-là pendant 10 ans? Et ce qui justifie peut-être l'organisation de ce référendum, alors, selon vous? Un référendum, à la base, c'est un conciliabule de la population. À la base, c'est ça. Oui. Donc, un référendum, à la base, est tout à fait normal. C'est grosso modo réunir de la population pour lui dire qu'est-ce que vous pensez, pour avoir son avis. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, la question est de savoir si ce qui est discuté et ce qui va être décidé est fait de façon pragmatique, de façon à ce que tout le monde puisse se reconnaître et qu'on puisse avoir un Mali qui continue à se développer et qui puisse résoudre ses problèmes sur le long terme. Ok. Voilà. Alors, c'est un point fort de ce projet de constitution ou de cette nouvelle constitution. On va devoir laisser aller Germain. C'est peut-être le rôle du chef de l'État ou du président qui a été renforcé, lui donnant la possibilité peut-être de nommer des membres au Sénat, la création d'une cour des comptes, et puis aussi tout ce qui entoure l'organisation, l'État même, qui reconnaît peut-être les langues nationales comme étant des langues officielles, le français, qui n'est plus la langue officielle, mais devient la langue de travail. Quelque part, le caractère laïque de l'État est renforcé, ce qui est contesté par certains leaders religieux. Il y a tout un ensemble de critiques qui entourent ce nouveau projet de référendum ou bien de constitution qui est soumis à la population au référendum. Faut-il aller au référendum ou ne pas y aller? Faut-il aller voter oui? Faut-il aller voter non? Plusieurs questions sont soulevées au sein de l'opinion au Mali. Oui, je crois que c'est un référendum qui prend un peu une allure de petite présidentielle pour le président Goïta aujourd'hui, parce que si le pourcentage, déjà le taux de participation et le pourcentage du oui sont assez importants, ça voudrait dire qu'il y a une grande frange de Maliens qui le soutiennent. Donc ça lui donne une certaine légitimité, parce qu'on ne va pas l'oublier, il est venu par la force des armes. Donc certains Maliens, à juste titre, estiment qu'un pouvoir qui arrive dans ces circonstances, il ne lui appartient pas. Donc d'organiser un référendum, de vouloir changer de constitution. En même temps, n'oublions pas aussi qu'il a prêté serment et il a les attributs du président, même s'il n'est pas passé par les urnes aujourd'hui. C'est un président de fait qui est reconnu et respecté. Ailleurs, comme un président, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui on parle plus du chef de la junte, on parle du président de la transition. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une transition de modifier la Constitution? Certains estiment non, d'autres disent oui. Et lui, il pense que c'est la transition qui doit organiser l'avenir. Donc, il faut que la base commence par la loi fondamentale de l'État, qui est la Constitution. Mais puisque cela aussi a été maintenu dans les accords que la transition a conclus avec la CEDEAO. La CEDEAO. Donc, des grandes mesures à prendre avant de laisser le pouvoir. Voilà. Donc, je pense que pour ce référendum, pour lui, c'est un grand test. Si les Maliens sortent majoritairement votés, c'est déjà une bonne chose pour lui. Et si cette constitution est votée dans un score assez confortable,
Je pense que pour lui, Ça c'est une bonne réconforte les chose. militaires pour Après, la le suite. petit souci qu'il y a eu, c'est que le colonel Goïta n'a pas cherché un large consensus autour de cette constitution. C'est vrai qu'il a mis en place une constituante qui a fait un travail qui a été adopté, mais il y avait des partis politiques qui auraient bien voulu contribuer à améliorer cette constitution-là. Il y a la société civile, il y a quelques religieux influents, et puis il y a les groupes armés, ceux qui ont signé l'accord d'Alger aussi, qui auraient souhaité que certaines de leurs revendications soient écrites noir sur blanc au sein de cette constitution, ce qui n'a pas été le cas. Donc il a manqué, je ne connais pas son timing, mais il a manqué de prendre le temps d'avoir quand même d'ouvrir ce projet-là à d'autres constitutions pour avoir un consensus avant le référendum. Je pense qu'il est allé directement au but. Il veut l'adhésion des Maliens, donc on verra après le 18 juin quel sera déjà le nombre, le taux de participation à ce référendum-là. Et puis les Maliens qui vont voter le oui, parce que certainement que le oui l'emportera, parce que ceux qui iront voter, soit c'est non, soit c'est oui, mais ceux qui se donneront la peine d'aller voter, je pense que pour la plupart, ils vont voter pour le oui. Et pour lui, ça va être une forme de légitimité renforcée parce que la Constitution est déjà la charpente du Mali du futur et lui sera l'artisan de cette charpente-là. Et s'il y a une large adhésion, ça voudrait dire que les Maliens suivent massivement. Donc aujourd'hui, dans les faits, c'est un pouvoir qui est assez soutenu par les Maliens. Mais dans les urnes, ça va pouvoir se renforcer. On verra bien. Ou on va voir quand même qu'il n'a pas une si grande adhésion. Donc l'enjeu de ce référendum est là. Maintenant, après, je crois qu'il s'agit aussi d'un pouvoir militaire, il ne faut pas l'oublier, qui gère parce qu'il a pris le pouvoir et il n'est pas obligé aussi de suivre toutes les règles, puisque la première règle pour accéder au pouvoir, il n'a pas respecté, donc ce n'est pas les autres règles qu'il va pouvoir suivre. Maintenant, il y a la CEDEAO qui est à côté, qui aurait souhaité qu'il y ait une élection donc l'année prochaine, qui va matérialiser le départ des militaires et la transmission du pouvoir à un pouvoir civil. On ne connaît pas encore le schéma de Assimi et de son gouvernement, parce que l'origine du coup d'État, il faut le rappeler, c'est l'insécurité. Maintenant, le projet de constitution n'a pas un grand rapport avec la lutte qui est menée aujourd'hui sur le terrain contre le terrorisme. Et tant que le terrorisme n'est pas réglé, et tant que la victoire n'est pas remportée, est-ce que ce pouvoir-là se dira qu'il est en fin de mission et qu'il devrait passer le témoin à travers une élection? Oui, s'il y a élection et qui ne sont pas candidats à cette élection, ils devaient normalement passer la messe, puisque c'est eux-mêmes qui organisent les élections. Oui, voilà. Déjà organiser les élections, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire dans les délais promis à la CEDEAO? Parce que 2024, c'est pas en février 2024, c'est pas très loin. C'est dans peut-être 8 mois. Et donc, c'est assez court. Et si l'objectif est la sécurisation, parce que là aussi, l'autre enjeu, c'est les conditions de tenue de ce référendum. Parce que s'il faut organiser d'autres élections, aujourd'hui, on dit que le Mali n'est pas totalement maîtrisé pour qu'on organise une élection. Alors s'il réussit ce référendum-là, ça voudra dire que les autres élections aussi peuvent suivre, parce que les conditions, voilà, donc ça fait un autre test et on souhaite que si les deux tests sont réussis, c'est bon pour les militaires au pouvoir, mais si le test sur la sécurisation du scrutin est réussi, là on pourra se dire que le Mali recouvre peu à peu son intégrité territoriale. Et qu'on pourra facilement peut-être organiser la présidentielle après février 2024 aux Russes. Alors que dites-vous de ces critiques-là envers le pouvoir de transition dans le cadre de l'organisation de ces référendums et peut-être de futures élections? Parce qu'on estime qu'avec ce nouveau référendum, avec toutes les modifications
qu'il y a au niveau de la nouvelle constitution. On s'est dit qu'on va passer d'une république à une autre. Et donc les dispositions de la charte de la transition qui interdisent aux militaires de participer aux élections seront abrogées par la nouvelle constitution, ce qui leur donne peut-être le droit de se présenter. D'autres estiment que, comme le disait Germain, on n'a pas encore conquis toute l'intégralité du territoire malien, donc il ne faut pas se risquer à organiser des élections qui seront des occasions d'attroupement et qui pourraient donc déboucher sur des attaques terroristes. D'autres estiment aussi que l'organisation de ces élections ne relève pas normalement de la compétence d'une transition. Qu'est-ce qu'on peut te dire de toutes ces critiques-là aujourd'hui qui mettent à mal l'opinion quant à l'organisation ou bien l'approbation totale de ces référendums? Bon, alors, qui est critique, moi je trouve que c'est intéressant parce que ce sont des critiques. La critique est intéressante, les critiques, il faut les prendre en compte. Maintenant, la question est de savoir si, comment dirais-je, on peut trouver une solution à ce qui est énoncé. Et puis, effectivement, parmi ceux qui critiquent, les gens le font en fonction de leur sensibilité et de leur projection aussi, qu'elles soient électorales ou même parfois ethniques, ou même parfois confessionnelles. Ouais. Maintenant, je pense que le souci disons, le souci des gouvernements de transition, notamment militaires et ainsi de suite, quand on voit par exemple même au Mali, notamment au Mali d'ailleurs, c'est que vous prenez le pouvoir pour résoudre un problème sécuritaire. Mais l'histoire du pays vous rappelle que la source du conflit sécuritaire est venue de frictions entre le gouvernement et les populations. Les revendications de l'Azawad, par exemple, quand on prend tout ce qui a pu se passer, on a eu des groupes terroristes qui se sont servis d'une friction entre des populations et le gouvernement pour investir le territoire et, comment dirais-je, influencer les populations avec leurs propres prétentions. Et on a vu ce que ça a donné à un moment quand ces populations se sont rendues compte qu'on se servait d'elles, et il y a eu de nouvelles frictions. Donc, l'État malien, comme la plupart comme le Congo et ainsi de suite, les frontières que nous avons, ce sont des frontières héritées de la période coloniale. Nos gouvernements, dans leur constitution, se sont beaucoup inspirés de choses qui ne sont pas de nous et qui ne répondent pas parfois à nos paradigmes. Et je pense que oui, à un moment, pour traiter la question sécuritaire, je pense que de fait, les militaires se sont retrouvés avec des questions de gestion du territoire, de gestion des populations qu'il fallait coûte que coûte régler. Je vous rappelle que par exemple, on s'est retrouvé avec des frictions entre les Dozo et je pense les Peuls ou un certain nombre de... Voilà, on s'est retrouvé avec d'une attaque terroriste, on s'est retrouvé avec des frictions entre les populations. Et il faut régler ces questions-là. Il faut régler les questions confessionnelles, où on a par exemple un islam qui a envie de prendre beaucoup plus d'importance qu'il y en a. Il faut traiter la question de la laïcité et ainsi de suite. Parce que résolument, si on ne règle pas ces questions-là, en fait, on ne réglera pas la question sécuritaire. Parce qu'on aura... Dans la nouvelle constitution, l'État malien est toujours laïque. Non, ce que contestent certains leaders. Exactement. Oui. Donc, à un moment, lorsque vous prenez le pouvoir, oui, effectivement, vous allez user de votre autorité pour imposer la laïcité du territoire, parce que s'il ne le fait pas, mais il y aura un leader qui imposera autre chose, donc obligé d'imposer. Et je pense que le problème des militaires, c'est un peu tout ça, c'est le fait de se retrouver dans une situation où vous avez des civils qui ont des prétentions, qui ont des critiques, elles peuvent être légitimes, il n'y a pas de problème, mais si vous ne faites pas attention, vous allez imploser, le pays va exploser. Je donne un exemple, par exemple, on a Doumbi Fakoli, par exemple, qui a été enfermé il n'y a pas longtemps. Mais il a été enfermé justement parce qu'il remettait en question un certain nombre de prétentions des groupes musulmans. Et ça a été très mal perçu. Parce que lui, par exemple, il est foncièrement traditionnaliste. Oui. Donc, si vous n'imposez pas la laïcité, à un moment, vous allez vous retrouver avec des traditionalistes qui vont s'opposer à des musulmans, des musulmans qui vont s'opposer à d'autres confessions, et ainsi de suite. Donc, à un moment, il y a des questions, les militaires, qu'ils le veuillent ou non,
pour pouvoir assurer la sécurité et pour pouvoir, comment dirais-je, éviter que le pays ne s'embrase, je pense que les faits, la pratique du terrain, les a forcés, disons, les a amenés à traiter de certaines questions, à régler un certain nombre de problèmes et oui, forcément à imposer leur leadership. Alors, avec cette nouvelle constitution, si elle est adoptée, pensez-vous que les militaires pourraient se représenter à l'élection présidentielle, oui ou non? Alors, je pense qu'il y a de fortes chances que l'on ait des militaires qui se présentent ou des militaires qui deviennent civils et qui se présentent. C'est déjà arrivé dans ce pays avec ATT à l'époque. Oui. Donc, il y a de fortes chances que cela se... Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Et cela ne m'étonnerait pas parce que après, quand je me souviens à la surface du globe, alors je pars sur le contrôle de ceux qui nous écoutent, j'ai la sensation que la plupart des pays en conflit ont toujours choisi pour leader quelqu'un qui appartenait à l'armée ou du moins qui avait une main assez forte, une expérience assez forte pour pouvoir gérer une armée et pour pouvoir reconquérir le territoire. Merci beaucoup, Horus. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve pour la dernière partie de Regard croisé.